Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien en ce 6 février 2025. Oui, mon nom c'est Marie-Soleil, je suis directrice générale d'Accès Transport Viable. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui pour parler de ce phénomène de harcèlement de rue qui nous intéresse chez Accès Transport Viable. Pour rappel, Accès Transport Viable, on est un organisme à but non lucratif. On travaille dans Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Et puis, notre mission, c'est vraiment la défense des droits des personnes qui utilisent les transports actifs et collectifs. Donc, la marche, le vélo, les autobus, le covoiturage, etc. Et puis, on fait aussi, bien entendu, des campagnes de sensibilisation et on fait de la promotion à la mobilité durable. On travaille aussi un peu sur les environnements favorables à la pratique des transports actifs, là, donc surtout en ce qui concerne la sécurisation. On travaille avec des petites municipalités et aussi des établissements scolaires à ce niveau-là. Peut-être que vous vous posez la question, Accès Transport Viable, pourquoi Accès s'intéresse au harcèlement de rue? Permettez-moi là, de vous faire un peu, là, de vous raconter un peu notre histoire, pourquoi qu'on en est venu à s'intéresser à ce phénomène-là. Dans le fond, nous, on ancre nos interventions sur le droit à la mobilité. Donc, la mobilité, c'est un droit qui conditionne l'exercice de plein d'autres droits, comme celui d'aller à l'école, d'aller au travail, d'avoir accès à des services essentiels. Ce n'est pas tout le monde qui est égal en matière de mobilité. Donc, il y a des personnes qui vivent pour différentes raisons des enjeux en matière de transport. Et nous, ben, on s'intéresse aux personnes qui ne se déplacent pas. Donc, c'est vraiment un des angles morts en mobilité. Souvent, on a tendance à se poser, à se dire, on veut que les personnes utilisent le vélo, on veut que les gens utilisent le transport collectif, etc. Mais nous, on se pose des questions. Pourquoi il y a des gens qui ont des obstacles dans l'adoption de ces modes de transport durables-là? En 2019, le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale diffusait un rapport, un état des lieux sur la pauvreté et la mobilité des femmes à Québec, qui rendait visible, en fait, que les femmes et les hommes ont des habitudes de déplacement qui sont tout à fait différentes, mais aussi que certaines catégories de personnes ont des déficits de mobilité, donc ont des enjeux pour se déplacer. On parle notamment des femmes monoparentales, des femmes en situation de handicap et des femmes aînées particulièrement. Et c'est à ce rapport-là qu'on a fondé le projet Femmes et Mobilité avec le collectif pour un transport abordable et accessible à Québec, le TRAC, et le RGF, bien entendu. Bon an, mal an, ça fait quand même 5 ans qu'on travaille sur le sujet. Et puis, on est allé à la rencontre de plein de groupes de femmes, donc des femmes en situation de handicap, des jeunes, des moins jeunes, des femmes aînées, des personnes faisant partie de la diversité de genre et sexuelle, des nouvelles arrivantes. Et puis, on posait souvent la question, c'est quoi les obstacles à votre mobilité? Quels sont les enjeux que vous vivez? Et la question du harcèlement, elle revenait tout le temps. Je vous dirais que personnellement, auprès des jeunes femmes, des adolescentes, c'est vraiment un enjeu aussi là qui ressortait beaucoup. Et donc là, bon, nous, on s'est dit, bon, il y a clairement un enjeu qui est peu visible ou pas du tout visible. On s'est rendu compte que c'était un enjeu qui n'était pas du tout documenté à Québec et dans Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches. Et donc, ça nous a donné envie, en fait, de travailler sur le sujet, de se documenter. Et puis, je suis vraiment très heureuse de vous présenter rapidement là, vos deux conférencières qui vont vous présenter quand même là, les résultats de notre recherche-action. Donc, on a mis en place un projet qui s'appelle Rue sans peur qu'on a opérationnalisé pour les 2 dernières années. Et puis, on a nos papesses, même que je dirais, des impératrices en la matière, des expertes vous verrez aussi qu'on utilise la perspective féministe intersectionnelle. Donc, c'est une grille d'analyse qu'on utilise. Pourquoi? Vraiment parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir un portrait qui soit représentatif, en fait, des enjeux vécus là, par toute la population. Donc, on veut vraiment laisser personne à la marge. Encore une fois, je le rappelle, nous, on s'intéresse aux personnes qui se déplacent pas. On s'intéresse aux raisons pour lesquelles ces personnes ne se déplacent pas ou ont des enjeux. Donc, ça fait vraiment plaisir là, de laisser la parole à mes collègues qui vont pouvoir vous parler du projet, des résultats, mais surtout je pense que plus qu'on va être à connaître l'enjeu du harcèlement de rue, plus qu'on va être des pèlerins pour porter cette parole-là finalement que ce n'est pas vrai que à Québec que c'est sécuritaire pour tous et toutes.
Puis encore une fois, on va traiter ça avec beaucoup de vigilance parce qu'on veut pas amener de plus d'insécurité ou de sentiment d'insécurité qu'il y en a. En même temps, il faut rendre visible cet enjeu-là. Donc voilà, je vais laisser mes superbes collègues qui travaillent là-dessus depuis plus de 2 ans maintenant parler de ça. Donc, bonne conférence tout le monde et on se voit tantôt pendant la période de questions. Merci, merci Marie-Soleil. Je peux peut-être commencer vraiment rapidement juste pour me présenter. Moi, c'est Annie Métier-Hudon. Je vais co-animer aujourd'hui le webinaire avec Morgane. Puis, ça fait 2 ans que je travaille chez Accès Transport Viable. J'ai été engagée pour être chargée de projet de ce projet Rue sans peur. Puis, ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats et toutes les belles actions qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là. Je vais laisser la parole à ma collègue Morgane. Oui, bonjour tout le monde. Ben, c'est ça, moi c'est Morgane Bouesso. Je suis chargée de projet chez Accès Transport Viable. Puis j'ai collaboré avec ma collègue Annie sur le projet Rue sans peur, donc sur la recherche-action sur le harcèlement de rue. Puis je travaille aussi sur le projet Femmes et mobilité pour les personnes qui connaissent ce projet. Donc voilà pour ma présentation. Je pense que on peut peut-être passer au plan de la présentation. Super. Plan de la présentation à propos de nous, ça c'est pas mal déjà fait, mais on va vous présenter un peu plus en détail le projet Rue sans peur. Ensuite, on va pouvoir vous parler de le harcèlement de rue, le sentiment d'insécurité, qu'est-ce que c'est finalement. On va vous définir ces concepts-là, puis on va vous présenter aussi les résultats de notre recherche-action avec plein de statistiques à l'appui. Puis on verra ensuite les impacts du harcèlement de rue. On le verra, ça a beaucoup d'impacts de vivre une situation de harcèlement de rue, mais pas que le harcèlement de rue, aussi le sentiment d'insécurité, comment ça nous impacte dans notre rapport à la mobilité, à l'espace public. Ensuite, on mettra quand même des pistes d'action parce que c'est important de pouvoir s'empouvoirer par rapport à ces enjeux-là. Donc, comment on peut se mettre en action pour augmenter notre sentiment de sécurité. Puis à la fin, on aura une petite période de questions. Donc, gardez vos questions pour la fin. Génial. Je vais vous présenter un petit peu le projet Rue sans peur pour mieux comprendre là, comment tout ça a été ficelé. Donc, le projet Rue sans peur, justement, a été lancé parce qu'on s'est rendu compte à un certain moment avec le projet Femmes et Mobilité qu'il n'y avait absolument pas de données sur le harcèlement de rue dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Donc, on s'est emparé là, de ce sujet-là et on a lancé un projet pour mieux comprendre comment justement le harcèlement de rue et le sentiment d'insécurité affectaient les personnes donc sur le territoire et notamment comment ces phénomènes-là venaient affecter la mobilité de certaines personnes, de certains groupes de personnes et comment et pourquoi est-ce que ça devenait un frein à la mobilité. C'est surtout ça là, qui venait nous intéresser. Donc, comment est-ce que ça pouvait créer de l'immobilité? C'est une recherche-action. Donc, on a fait de la collecte de données là, sur la forme, sous plusieurs formes. Puis, on a mené quelques actions aussi là, sur le terrain pour mobiliser les gens, pour sensibiliser les gens, pour militer aussi contre le harcèlement de rue et pour un plus grand sentiment de sécurité. La recherche-action s'est tenue durant environ 1 an et demi. On a tenu donc pour cette recherche-action une dizaine de groupes de discussion, chacun en non-mixité avec des groupes de population vraiment précis. Donc par exemple, on a eu un groupe de discussion avec des jeunes femmes, un groupe de discussion avec des femmes autochtones, un groupe de discussion avec des personnes de la diversité de genre, etc., jusqu'à 10. Et ça, c'était avec des groupes de discussion de personnes qu'on avait déjà identifiées comme étant plus à risque de vivre du harcèlement de rue en fonction de la littérature existante. On a aussi fait 9 marches exploratoires donc dans les quartiers Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ça afin de mieux comprendre où on se sent en sécurité et où on ne se sent pas en sécurité et pourquoi. Donc, on est vraiment allé analyser les lieux en se posant la question, tu sais, est-ce que ici, je me sens pas en sécurité parce que on pense qu'il y a moins de lumière? Est-ce que c'est parce qu'il y a pas d'échappatoire? Est-ce que c'est parce que c'est très isolé? Donc, on s'est posé la question pendant 9 marches exploratoires dans les différents quartiers de Québec à travers différents milieux. Là, c'était super intéressant. On a aussi lancé un questionnaire grand public en ligne, donc qui était vraiment ouvert à tout le monde, pour lequel on a eu plus de 500 réponses, là, avec des réponses qualitatives super intéressantes notamment. Puis, on a lancé aussi un questionnaire léger, un sondage léger, donc qui, lui, nous a apporté des résultats quantitatifs représentatifs de la population de la région.
On a collaboré avec plusieurs organismes de la région là, dans le cadre de l'élaboration de ce projet-là, notamment le Carrefour familial des personnes handicapées, le Carrefour d'action interculturelle, le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec, donc le TRAC, la chaire Claire Bonenfant de l'Université Laval, Divergenre, la YWCA de Québec et 6 de nos militantes et experts de vécu qui nous ont aidés à co-construire le projet. Donc, on remercie toutes ces personnes. Puis, on remercie finalement le secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec pour le soutien financier de ce projet. Avant de commencer la conférence, on souhaitait vous faire un petit trauma-avertissement parce que c'est ça, on va parler de sujets qui sont quand même difficiles, de sujets de harcèlement, de sujets de violence. Donc, il va y avoir plusieurs témoignages et des données sur ces violences, donc des violences qui sont sexistes et sexuelles, des violences racistes, capacitistes, transphobes, homophobes, classistes. Donc, juste un petit avertissement avant de commencer. Donc, prenez soin de vous, sentez-vous bien à l'aise de quitter si c'est trop pour vous. Puis, Marie-Gab vous a partagé dans le chat une liste de ressources psychologiques. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à télécharger le document PDF qui se trouve dans le chat. Parfait. On va ensemble se pencher sur quelques petites définitions juste pour être sur le même plan là, concernant notre code conceptuel. Premièrement, la définition du harcèlement de rue que nous, on a utilisée, qui a été inspirée des travaux du CEAF, du Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, qui nous a d'ailleurs grandement inspiré là, dans le cadre de ce projet. On les remercie aussi. Et donc, nous, on considère le harcèlement de rue comme une forme de violence, premièrement qui est commise par une personne inconnue, donc une personne qu'on ne connaît pas, qui n'est pas notre collègue, qui n'est pas un voisin éloigné, c'est vraiment une personne qu'on ne connaît pas, sous la forme de soit des propos ou des comportements qui sont à la fois intrusifs, donc qui viennent vraiment entrer dans la bulle de quelqu'un, qui sont dégradants, donc qui viennent porter atteinte à la dignité d'une personne, et qui sont non sollicités, donc on n'en souhaite pas recevoir. Tout ça dans un lieu public. Donc, un lieu public, c'est vraiment tout ce qui n'est pas un espace privé, là, par exemple une résidence. Donc, ça inclut la rue, le parc, l'autobus, la bibliothèque, le bar, l'arrêt d'autobus, tu sais, le terminus. Vraiment, tous les espaces publics sont inclus dans cette définition. On travaille aussi avec le sentiment d'insécurité qui, lui, est un petit peu plus diffus comme sentiment. Évidemment, c'est très subjectif. Et nous, ce qu'on a retenu là, pour cette définition, c'est vraiment que un sentiment d'insécurité, ça découle du jugement du niveau de sécurité que nous offre un environnement, et ce, en fonction des éléments de sécurité, comme par exemple la lumière, le fait qu'il y ait des personnes autour, la présence policière parfois, par exemple qui sont perçus comme pouvant nous apporter ou pas de la sécurité. Ça découle évidemment d'un imaginaire personnel là, qu'on a construit au fil de nos expériences personnelles, mais aussi des images véhiculées dans les médias et l'espace public de notre éducation, etc. C'est aussi un sentiment qui est intimement lié à notre propre sentiment de vulnérabilité. Sentiment de vulnérabilité qui dépend lui aussi là, de plusieurs facteurs, la forme physique, la présence de handicap, juste l'état dans lequel on est une journée. Des fois, on peut se sentir moins fort, une journée, on peut se sentir plus fort. Donc, c'est vraiment un état qui évolue beaucoup dans le temps. Et la dernière définition. Oui, l'intersectionnalité. Donc, nous, notre recherche s'inscrit vraiment dans une perspective intersectionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, au-delà du facteur du genre, nous, on s'est intéressé à tous les autres facteurs identitaires qui se croisent pour former des identités qui sont distinctes, puis aussi des réalités qui sont spécifiques. Parce que une femme cisgenre va pas vivre la même réalité qu'une femme trans, qu'une femme, mettons, en situation de handicap, une femme racisée, etc. Donc, nous, c'était très important dans cette recherche de venir comprendre la réalité des personnes qui sont situées à la croisée des oppressions. Donc, vous voyez à l'écran la petite rosace de l'intersectionnalité. On vient vraiment ajouter tous ces facteurs qui se croisent en plus de l'identité de genre, qui viennent vraiment finalement multiplier les vulnérabilités dans l'espace public et on verra le risque de subir du harcèlement de rue. Ce qu'on verra, c'est que le harcèlement de rue, ça peut toucher tout le monde, mais qu'il y a certaines personnes, en fait, qui sont plus à risque que d'autres, et notamment les personnes qui sont situées à la croisée des oppressions.
Et donc, concrètement, comment ça s'est traduit dans notre recherche? Ben, on a utilisé un outil qui s'appelle l'ADS+, l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Donc, c'est un outil d'analyse qui nous permet de prendre en compte tous ces facteurs-là quand on fait la collecte de données, mais aussi le traitement de ces données-là pour vraiment identifier à la fois des groupes cibles, puis identifier des réalités et des besoins qui sont spécifiques, puis vous allez le comprendre au fur et à mesure de la présentation des résultats. Là, on a pu venir faire ressortir certaines réalités très spécifiques en fonction des différents groupes sociaux. Euh, Dans la continuité de cette approche féministe intersectionnelle par laquelle justement on a construit ce projet, nous on considère donc que le harcèlement s'insère dans un continuum de violence et que ça agit donc comme mécanisme de domination, comme une forme de contrôle des personnes, de certaines personnes en situation de privilège vers certaines personnes qui vivent avec des discriminations. On considère que le harcèlement de rue agit comme une forme de rappel aux victimes de leur propre vulnérabilité et de la position de pouvoir des personnes qui les harcèlent. C'est des éléments qu'on a retrouvés beaucoup dans la littérature, là, des réflexions justement sur l'utilisation du harcèlement de rue comme outil de domination, justement, par certaines personnes qui sont déjà en position de pouvoir et qui l'utilisent pour reproduire justement les discriminations et contrôler justement encore certaines personnes qui vivent avec des discriminations. Dans le même ordre d'idée, on considère, tu sais, que le harcèlement de rue, justement, c'est un outil d'oppression qui, en générant un sentiment d'insécurité, va mener à la disparition de l'espace public ou à la rarification dans l'espace public de certaines personnes avec des vulnérabilités qui vont vivre beaucoup d'insécurité et donc qui vont éviter ces espaces publics-là. Ça, quand les personnes évitent des espaces publics, ça va générer, mais ça va mener à leur invisibilisation et ça va mener au fait que, elles vont prendre moins de place, elles vont avoir moins tendance à se faire entendre et elles pourront elles seront moins écoutées et prises en compte dans la planification, autant en termes d'aménagement du territoire, mais aussi planification sociale à plus grande échelle. On va maintenant se pencher sur les résultats. Et oui, plongeons ensemble dans les résultats de cette recherche-action. Donc, vous verrez que nous, on a analysé le harcèlement de rue et le sentiment d'insécurité à travers plusieurs loupes. Donc, on en parlait tout à l'heure, la perspective intersectionnelle, c'est vraiment ça, nos petites loupes qu'on a ajoutées à nos lunettes pour faire ressortir certaines réalités. Donc, le genre, l'âge, la situation de handicap, le statut migratoire, le fait d'être une personne racisée, l'orientation sexuelle, la situation financière. Mais aussi, ce qu'on a trouvé intéressant d'analyser, c'est en fonction des modes de transport qui sont les plus fréquemment utilisés. Parce qu'on le verra, ça a une influence sur le fait de vivre de harcèlement de rue ou d'avoir un sentiment d'insécurité. Une petite précision, c'est que... Oh ben, est-ce qu'on plonge? On peut plonger tout de suite. Plonge. Juste la petite précision que dans notre sondage léger, l'échantillonnage pour les personnes trans non-binaires était quand même assez faible, donc on n'a pas pu avoir des statistiques sur ce groupe de population. Mais notre sondage maison, on a quand même eu un échantillonnage un peu plus intéressant, donc on a pu ressortir quelques statistiques, mais juste une petite précision méthodologique avant d'entrer dans le vif du sujet. Entrons dans le vif du sujet, justement. Donc, on l'a entendu, les personnes qui vivent du harcèlement de rue, plusieurs groupes sont plus à risque. Le genre est l'un des facteurs de risque de victimation de harcèlement de rue. Donc, dans le Capitale nationale, sur les Appalaches, c'est 64% des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement de rue et 58% des hommes qui ont déjà été victimes de harcèlement de rue. Ces données-là, justement, c'est des données quantitatives. Mais nous, dans le cadre là, tu sais, de notre questionnaire, de nos groupes de discussion, on a un peu plus fouillé justement quel type de harcèlement de rue était vécu en fonction du genre. Et c'est des données aussi là, qui ont été confirmées par d'autres études. Mais bref, les femmes vont être plus à risque de vivre du harcèlement de rue à caractère sexuel. C'est vraiment elles qui sont les principales victimes de ce type de harcèlement de rue-là. Les hommes, eux, vont avoir plus tendance à être victimes de harcèlement de rue à caractère haineux.
Donc, ce que nous avons récolté dans le cadre de notre questionnaire, c'est vraiment harcèlement de rue à caractère haineux qui peut être homophobe, qui peut être raciste, qui peut être capacitiste, qui peut être anticycliste, etc., etc. Donc, il y a très souvent une discrimination là, derrière l'expérience de harcèlement de rue. On a distingué les différents types de harcèlement de rue que nous, on a récoltés dans le cadre de notre projet, justement selon ces deux types, harcèlement de rue à caractère sexuel et harcèlement de rue à caractère haineux. On les a listés et on a fait une différenciation aussi selon le genre des personnes qui avaient été victimes de ces types de harcèlement de rue. Euh, pour le harcèlement de rue à caractère sexuel, les types de harcèlement qui nous ont été le plus souvent rapportés dans le cadre de notre étude, c'est en premier lieu les remarques à caractère sexuel, ensuite les regards insistants, les klaxons injustifiés, la traque donc le fait de se faire suivre, c'est un élément qui était particulièrement présent chez les femmes, là, que les femmes avaient vécu en plus grande proportion. Les attouchements sexuels, l'exhibitionnisme, les sifflements, les gestes mimés à caractère sexuel, de la prise de photos ou de vidéos non consenties, l'introduction dans la bulle ou la discussion forcée, le viol ou l'intoxication involontaire, par exemple au GHB. Donc, ce sont tous des témoignages qui nous ont été rapportés dans le cadre de notre étude et on a pu faire une distinction entre le genre aussi. On voit par exemple que les hommes, en ce qui a trait au harcèlement de rue à caractère sexuel, les klaxons injustifiés sont le seul élément qu'ils ont rapporté avoir été victimes. Il faut savoir aussi que klaxon injustifié et regard insistant, on les a mis dans les deux catégories, donc autant harcèlement de rue à caractère sexuel que harcèlement de rue à caractère haineux, de par la difficulté à départager vraiment ces types de harcèlement-là en fonction de la catégorie à laquelle il correspond le plus. Euh, les chiffres qu'on a récoltés dans le cadre du sondage léger concernaient les personnes, la proportion de personnes qui avaient déjà été victimes de harcèlement de rue une fois dans sa vie. Ce qu'on a remarqué dans notre questionnaire aussi, c'est que beaucoup de personnes, particulièrement des femmes, ont été victimes de plusieurs expériences de harcèlement de rue, puis que ça teinte vraiment ça, leur expérience. Et ça va être des données qui vont être à approfondir dans d'autres projets subséquents, là, mais certainement que qui est victime de beaucoup d'expériences de harcèlement de rue dans sa vie et qui est victime de peu ou rarement de harcèlement de rue dans sa vie, ça peut avoir une très grande différence là, sur plusieurs éléments, comme par exemple le sentiment d'insécurité. On le verra tout à l'heure. On vous présente une petite citation d'une personne participante là, qui a participé justement à notre questionnaire en ligne. C'est le genre de citations et de témoignages qu'on a eu très souvent dans le cadre de notre projet de recherche. Une personne qui fait une liste de toutes les situations de harcèlement de rue qu'elle a vécues. Donc, pour cette jeune femme, justement, elle a vécu de la traque, donc elle s'est fait suivre, elle s'est fait flasher. Donc, ça, c'est la forme d'exhibitionnisme, c'est un mot pour exhibitionnisme. Elle a été encerclée par un groupe de 3 hommes, elle a reçu des catcalls, elle s'est fait filmer. Euh, donc, vraiment, l'aspect répétitif du harcèlement de rue est aussi là, un facteur à prendre en compte dans comment, justement, est-ce que les personnes en font l'expérience au courant de leur vie. Maintenant, on va se pencher sur le harcèlement de rue à caractère haineux. Oui, exact, parce que ça, il n'y a pas que le harcèlement de rue à caractère sexuel, comme le disait Annie, il y a aussi un type de harcèlement de rue à caractère haineux. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. On en a ici listé quelques-unes. Donc, les questions, les remarques intrusives ou dégradantes, les regards insistants, les klaxons injustifiés, qu'on retrouve ici aussi. Ça peut être aussi les insultes, les cris, des menaces avec un objet physique, des contacts physiques qui sont non consentis, donc vraiment entrer dans la bulle de quelqu'un, des agressions physiques, des menaces verbales, le manque flagrant de courtoisie, le jet d'objets, les comportements agressifs, le profilage policier nous a été mentionné aussi plusieurs fois, puis le mégenrage intentionnel, donc l'action de désigner une personne par un genre qui ne correspond pas à son identité de genre, donc de le faire volontairement. Puis ce qu'on remarque ici, c'est que les femmes, puis surtout les personnes trans, sont davantage la cible de ce harcèlement à caractère haineux.
Donc, on voit que les personnes trans vivent notamment certaines formes un peu plus fréquemment, comme les questions ou les remarques intrusives ou dégradantes, les regards insistants aussi. Donc, ça témoigne vraiment de la transphobie qui peut être vécue dans l'espace public par les personnes trans. Puis, si on va-tu passer à la diapo suivante? Merci Annie. Oui, les émotions qui sont vécues. Ben, c'est important de comprendre à quel point vivre une situation de harcèlement de rue, ça procure une grande diversité d'émotions, puis c'est des émotions qui sont très fortes. On le voit ici, on a réalisé un nuage de mots avec toutes les données qu'on a récoltées sur le terrain, avec nos groupes de discussion, nos marches exploratoires, etc. Puis il y a des mots très forts qui ressortent, là, comme la peur, la colère, la vulnérabilité, l'anxiété, l'impuissance, l'humiliation, la stupeur. Donc, c'est toutes des émotions négatives très fortes qui vont vraiment avoir une grande influence sur la manière dont les personnes vont appréhender l'espace public, sur la façon dont les personnes vont se sentir quand elles vont se déplacer dans l'espace public. Donc, c'est super important d'avoir en tête toutes ces émotions qui peuvent traverser les personnes quand elles se déplacent suite à ne serait-ce qu'avoir vécu une expérience de harcèlement de rue. Puis justement, si on parle de victimes de harcèlement de rue, on vous parlait tout à l'heure qu'on avait utilisé la perspective intersectionnelle, l'ADS+, pour venir faire ressortir des réalités qui sont spécifiques. Mais on va vous présenter ici rapidement un petit portrait statistique finalement de tous ces groupes de population qui vivent du harcèlement de rue. Donc si on regarde nos statistiques initiales, donc on avait dans la perspective du genre, ce que Annie nous présentait tout à l'heure, mais si on ajoute un autre facteur comme celui de l'âge, donc par exemple la jeunesse, ben là on voit que c'est 72% des jeunes femmes qui ont subi du harcèlement de rue. Puis ce qu'on remarque, c'est que c'est plus souvent du harcèlement de rue à caractère sexuel. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans la littérature. Donc, que les ados et les jeunes femmes sont souvent plus à risque de vivre du harcèlement de rue. On vous recommande d'ailleurs, il y a eu un rapport qui est sorti à Montréal qui traite exclusivement du harcèlement de rue chez les jeunes femmes. C'est le CAF, donc le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Donc, on vous recommande cette lecture-là si vous voulez approfondir un peu cet angle-là. On voit aussi que si on rajoute la situation de handicap, ben, c'est 79% des personnes en situation de handicap qui ont déjà subi du harcèlement de rue. Donc, c'est un chiffre énorme. Si on s'intéresse à l'orientation sexuelle, on voit que c'est 75% des femmes de la diversité sexuelle qui ont déjà subi du harcèlement de rue. Puis ce qu'on voyait, c'était beaucoup aussi de situations de harcèlement de rue vécues quand elles étaient dans l'espace public avec leurs partenaires. Donc, il y avait une forme aussi de fétichisation et de sexualisation des femmes de la diversité sexuelle dans l'espace public. Si on ajoute la variable du statut migratoire, on se rend compte que c'est 47% des femmes immigrantes. Ça peut être un chiffre parfois surprenant. Ça peut s'expliquer, donc c'est un peu plus faible finalement, mais ça peut s'expliquer par plusieurs choses. On voit que, il y a souvent l'élément de comparaison avec le pays d'origine qui peut avoir cette image que ici c'est moins grave, donc il peut y avoir une forme de banalisation, puis la volonté aussi parfois de garder un discours positif sur le pays d'accueil. Mais on s'en est rendu compte quand on a fait des groupes de discussion où, au fur et à mesure qu'on creusait, les langues commençaient à se délier, mais c'est vrai que ça peut influencer la statistique qui ressort ici de notre questionnaire en ligne. Si on s'intéresse à la transidentité, on voit que 67% des femmes trans, donc on voyait 64% des femmes cisgenres, c'est 67% des femmes trans. Donc les femmes trans vivent plus de harcèlement de rue que les femmes cisgenres. Donc c'est lié aussi à la transphobie vécue dans l'espace public, comme on le disait tout à l'heure. Si on rajoute le facteur de la vieillesse, 57% des femmes aînées, donc, c'est un chiffre un peu plus faible. Ça peut s'expliquer aussi par parfois un phénomène de banalisation, même l'oubli de certains épisodes qui ont pu être vécus dans la jeunesse. Donc, on garde plus souvent en tête des épisodes de harcèlement de rue qui ont été vécus plus récemment. Donc, ça peut expliquer aussi le chiffre un peu plus faible. Puis, si on s'intéresse aux revenus, on voit que c'est 79% des personnes gagnant moins de 40 000 par année qui vivent du harcèlement de rue. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que
ces personnes-là vivent plus souvent du harcèlement de rue. Ça peut être en lien aussi avec les habitudes de transport, parce que souvent, quand on a moins de moyens financiers, ben, on a moins de liberté de choix sur le mode de transport qu'on va utiliser. Donc, on va être plus dépendant de modes de transport comme ben, l'autobus, les transports collectifs, la marche. Puis ça c'est possible que ça nous rende plus susceptibles de vivre des situations de harcèlement de rue. Et on le voit justement quand on croise avec le mode de transport, ben c'est 75% des femmes qui se déplacent en transport en commun qui ont vécu du harcèlement de rue. Donc on voit que l'autobus, les arrêts d'autobus aussi sont des lieux propices à des situations de harcèlement de rue parce que plus de proximité avec des personnes inconnues, moins d'échappatoires. Il y a aussi le fait qu'on est immobile quand on attend l'autobus, donc plus vulnérable dans l'espace public. Puis il y a aussi parfois des terminus d'autobus qui sont très isolés, donc ça peut expliquer la proportion plus importante. Puis enfin, si on s'intéresse à la couleur de peau, ben on voit que c'est 80% des femmes racisées qui ont déjà vécu du harcèlement de rue dans la grande région de Québec. Donc, c'est vraiment beaucoup et on se rend compte que c'est du harcèlement de rue à caractère haineux, mais aussi à caractère sexuel. Donc, il y a vraiment en lien avec le fait de vivre du racisme dans l'espace public. Donc voilà pour le petit portrait rapide des victimes du harcèlement de rue. Si on s'intéresse maintenant au sentiment d'insécurité. Oui, merci beaucoup, Morgane. C'est ça, ben, on a deux grands concepts, hein, le harcèlement de rue et le sentiment d'insécurité. Nous, on a voulu aller chercher des données pour chaque expérience qui est liée à ces phénomènes-là, ces deux phénomènes-là. Donc, on a fait la petite roue des personnes qui avaient été victimes donc de harcèlement de rue. Là, on va s'intéresser à cette petite roue-là sur qui est victime, tu sais, qui vit de l'insécurité vraiment, puis on va se rendre compte que les pourcentages sont assez différents. Puis là, petite précision méthodologique aussi, nous, on a calculé les personnes qui vivent avec un sentiment d'insécurité en fonction des personnes qui ont rapporté avoir un sentiment de sécurité faible durant leur déplacement à pied le soir dans leur propre quartier. Donc, c'est vraiment notre indicateur premier pour le sentiment d'insécurité. Quand on se penche sur le facteur du genre, il y a une différence qui est encore plus frappante là, que lorsqu'on sait que la différence de genre qui touche vraiment les expériences de harcèlement de rue. C'est plus de 3 fois plus de femmes qui vivent avec un sentiment d'insécurité que d'hommes, ce qui est non négligeable. Quand on se penche sur les jeunes femmes, donc adolescentes et en fait toutes les femmes de moins de 34 ans, ce sont 40% de ces jeunes femmes-là qui disent ne pas se sentir en sécurité à pied le soir dans leur propre quartier. Ce qui peut être lié à tout plein de facteurs encore. Tu sais, on a essayé, nous, d'interpréter ces différents chiffres-là avec les outils qu'on avait, mais certainement qu'il reste beaucoup d'études à faire, particulièrement pour étudier le sentiment d'insécurité, qui, même dans la littérature, là, il n'y a pas encore énormément d'analyses et de données là, sur le sujet. Les populations en situation de handicap c'est l'une des populations qui rapporte avoir le plus grand sentiment d'insécurité. Euh, Beaucoup chez les femmes, mais énormément chez les hommes aussi. Si on fait la comparaison, même, tu sais, des hommes qui n'ont pas de situation de handicap et les hommes qui sont en situation de handicap, là, c'est 6 fois plus d'hommes en situation de handicap qui vivent avec de l'insécurité. Énormément de femmes aussi. Puis ça, nous, on a analysé ça en fonction du sentiment de vulnérabilité qu'on que plusieurs personnes en situation de handicap nous ont rapporté vivre un sentiment de vulnérabilité par rapport à leur capacité à s'échapper, notamment en raison de leur forme physique qui ne leur permet pas de courir, en raison aussi des infrastructures qui souvent ne leur permettent pas de s'échapper aussi facilement. Par exemple, une personne en situation de handicap nous disait que dès qu'il y a des craques dans le trottoir, dès qu'il y a quelques trous sur la chaussée, ben, elle conçoit se déplacer plus difficilement et donc nécessairement s'échapper plus difficilement ou juste marcher vite ou se dépêcher peut être beaucoup plus difficile dans ces situations-là aussi. Donc, c'est vraiment une réalité qui a un grand impact là, sur leur sentiment de sécurité.
L'orientation sexuelle aussi est un grand facteur qui augmente de beaucoup le sentiment d'insécurité, de plus double chez les femmes et de près de 8 fois plus chez les hommes aussi. Les hommes homosexuels ont rapporté avoir un sentiment d'insécurité qui était très, très fort. Donc, c'est encore multifactoriel, mais on peut imaginer là, que la conscience d'une certaine homophobie dans l'espace public peut être liée à ce sentiment d'insécurité. Le statut migratoire, encore a un certain impact, un impact qui est un petit peu plus élevé que les femmes qui ne sont pas en situation migratoire, mais qui c'est un 47%. Ça a été rapporté beaucoup, là, d'ailleurs, dans notre étude, que plusieurs personnes en situation d'immigration avaient un sentiment d'insécurité parce qu'elles n'avaient pas de repères tu sais, sur le territoire, dans l'espace public. Elles ne savaient tout simplement pas si elles pouvaient faire confiance à ce quartier ou tu sais, à leur environnement, à leur communauté. Elles ne savaient pas si c'était sécuritaire de se promener à telle heure ou à telle heure tu sais, dans tel lieu. Puis c'est beaucoup de belles histoires aussi de personnes en situation de migration qui nous ont dit que lorsqu'elles sont arrivées au Québec, elles ne sortaient pas du tout le soir. Elles craignaient beaucoup justement de sortir de chez elles et qu'après quelques mois, lentement, elles ont recommencé à sortir à certains moments progressivement de plus en plus. Donc, elles se sont appropriées le territoire comme ça. Donc ça, c'était beau à entendre. La transidentité, encore, affecte beaucoup le sentiment de sécurité. Chez les femmes trans, c'est 89% des femmes trans qui nous ont rapporté ressentir de l'insécurité le soir à pied dans leur propre quartier. Nous, on analyse ça un peu de la même façon qu'on analyse les mêmes résultats pour la population de la diversité sexuelle. Le fait de savoir qu'il existe des discours haineux dans l'espace public, transphobes, peut amener de l'insécurité là, à exister dans les espaces publics. Le facteur de l'âge aussi, quand on se penche sur les femmes aînées, c'est un petit peu plus élevé que chez les femmes. C'est quelque chose qui nous a été rapporté aussi, là, plusieurs femmes aînées qui autant se sentent plus vulnérables en fonction de leur santé, de leur forme physique, mais aussi il y en a plusieurs qui nous ont dit que à force de vivre des expériences de harcèlement de rue, elles elles ont moins de tolérance envers leurs propres sentiments d'insécurité et elles préfèrent à ce que plusieurs nous ont dit, le rester à la maison plutôt que de vivre ce sentiment d'insécurité. Le facteur du revenu est encore assez important, là. Donc, c'est 42% des personnes qui gagnent moins de 40 000 dollars. Puis ça, on a sorti ce chiffre-là, mais vraiment, on l'a vu de façon très évidente, la gradation de plus on augmente dans l'échelle de revenus, plus le sentiment d'insécurité diminue. Et ça encore, ça mérite clairement qu'on s'y penche de façon plus approfondie. Nous, ce qu'on suppose, c'est que les nécessairement pour avoir des stratégies pour se déplacer de façon plus sécuritaire, ben, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent de s'appeler un taxi quand on n'a pas envie de marcher seul le soir. Ça coûte de l'argent d'avoir un téléphone bien chargé avec Internet, une stratégie qu'on sait apporte un sentiment de sécurité. Euh, donc, toutes ces stratégies-là coûtent de l'argent. Certaines personnes avec moins de revenus ont moins de ressources financières pour se les procurer. Il y a peut-être, on l'imagine, là, d'autres facteurs. Ça reste là à approfondir. Euh, le mode de transport, on s'est rendu compte que c'est 81% des femmes qui se déplacent en transport en commun qui vivent un sentiment d'insécurité. Donc là, le chiffre est assez est élevé vraiment de façon très flagrante. Encore, on peut imaginer là, que c'est parce que ces femmes-là n'ont pas le choix de se déplacer à pied le soir dans leur propre quartier et que ça vient teinter le sentiment qu'elles peuvent avoir parfois justement de ne pas pouvoir s'appeler un taxi ou de pouvoir le faire, mais que ce ne soit pas dans leurs habitudes de le faire. Quand on parle de couleur de peau, encore, c'est un chiffre qui est beaucoup plus élevé. Donc, 80% des femmes racisées
qui vivent un sentiment d'insécurité dans l'espace public. Encore, on peut imaginer que certaines personnes peuvent avoir la peur là, d'être victimes de racisme euh, dans les espaces publics. Quand on se penche aussi sur les victimes du sentiment d'insécurité, on se rend compte que les personnes qui ont déjà été victimes de harcèlement de rue sont beaucoup plus nombreuses à vivre un sentiment d'insécurité. Donc, lorsqu'elles se promènent le soir à pied dans leur propre quartier, c'est près du double des personnes là, qui ont déjà vécu du harcèlement de rue dans les 5 dernières années qui aujourd'hui disent ressentir de l'insécurité. Donc là, on a un premier lien vraiment concret qui est établi entre le fait d'être victime de harcèlement de rue et d'avoir un sentiment d'insécurité qui plus tard va pouvoir modifier nos stratégies de déplacement, modifier la manière dont on s'approprie les espaces publics. Euh, donc c'est un lien qui était très flagrant là, à notre avis. Euh, on s'est aussi penché sur les différents types de modes de transport qui peuvent générer de l'insécurité. Donc encore, tu sais, nous, chez Accès Transport Viable, on s'intéresse toujours le plus possible à tous les modes de transport, puis on a voulu faire la différenciation encore de quel mode de transport pouvait générer un sentiment de sécurité ou d'insécurité. On a vu tout à l'heure que, il y avait plusieurs statistiques par rapport au transport en commun. C'est souvent les statistiques qui nous paraissaient être les plus évocatrices. Euh, Quand on se penche sur d'autres modes de déplacement, on se rend compte que c'est très inégal, là. Puis là, sur le graphique, on voit les modes de transport qui sont insécurisants de jour comme de nuit. Donc, on a fait la distinction. On se rend compte, par exemple, que de marcher avec un outil d'aide au déplacement, c'est insécurisant pour plusieurs personnes, très grande proportion de personnes, et ce, autant le jour que la nuit, ce qui est super intéressant et qui vient vraiment souligner l'aspect de ce que l'on devine être de la vulnérabilité ressentie lorsqu'on se déplace avec ce genre d'outils. La marche nous est arrivé comme l'un des modes de transport les plus insécurisants. On l'aurait deviné, c'est nécessairement un mode de transport qui implique qu'on est présent dans l'espace public, qu'on va lentement aussi, donc on est plus vulnérable. Le transport en commun aussi, à une moindre mesure. Et ça, c'est intéressant parce que plusieurs personnes nous ont mentionné se sentir en sécurité lorsqu'elles étaient à l'intérieur de l'autobus, donc à proximité notamment du chauffeur et que les moments où elle ne se sentait pas en sécurité lorsque venait le temps de se déplacer en transport en commun, c'était vraiment l'attente aux arrêts d'autobus et la marche jusqu'aux arrêts d'autobus. Donc ça, c'est un élément intéressant. Le vélo nous est apparu comme l'un des modes de transport qui génère le plus d'insécurité. Et là, la proportion entre la nuit et le jour ben, en fait, la proportion d'insécurité de jour est quand même très élevée. Ce qui est une donnée qui nous a vraiment surpris nous-mêmes et que nous, on comprend comme étant le fait que plusieurs personnes cyclistes ont peur d'être victimes de menaces ou d'intimidations de la part de personnes qui n'utilisent pas leur même mode de transport qu'eux, notamment de la part des automobilistes et de la part de certaines personnes qui pourraient avoir une haine anticycliste notamment. La voiture, sinon, était vraiment le mode de transport qui générait le moins d'insécurité. On peut deviner que c'est un mode de transport qui offre un peu une armure d'acier là, qui vient vraiment couper la personne qui l'utilise de l'espace public. Euh, on va maintenant se pencher sur les impacts du harcèlement de rue et du sentiment de sécurité. On va voir que ça a de grands impacts autant sur le bien-être des personnes que sur la manière dont les personnes s'approprient l'espace public, puis sur leur mobilité carrément. Donc, on a ici un gros tableau qui liste différents impacts des données qui proviennent de notre sondage léger ici. Et on a justement, là, c'est les impacts sur la vie d'une personne qui a déjà été victime de harcèlement de rue. Donc, c'est ça, après avoir été victime là, de cette expérience de harcèlement de rue.
On voit que le sentiment d'insécurité qui est accru dans les espaces publics est particulièrement fort, et ce, particulièrement chez les femmes. Ça, c'est intéressant de faire la comparaison. Aussi de l'anxiété, la diminution de l'estime personnelle, la perte de confiance envers les inconnus qui nous sont apparus comme des chiffres importants. Autrement, on a aussi noté des conséquences en termes de dépression, de syndrome de stress post-traumatique et de blessures physiques. Euh, donc, chez les personnes qui avaient été victimes de harcèlement de rue. D'autres impacts ont été répertoriés dans le cadre de notre recherche. Euh, Ici, on a notamment l'hypervigilance que plusieurs personnes développent là, après avoir été victimes de harcèlement de rue, le changement dans les habitudes de déplacement, le souhait de se mettre en action pour changer les choses, ce qui est positif aussi, là. Plusieurs personnes se sont dit avoir développé des habitudes un peu plus militantes ou de souhaiter un peu plus sensibiliser leur entourage aussi après avoir été victime. La peur pour ses enfants. L'augmentation de la charge financière liée au déplacement. Certainement, tu sais, une personne qui peut avoir vu son sentiment d'insécurité augmenter va faire des choix différents, autant, on le dit, en termes de habitude de déplacement, mais aussi en termes de euh, euh, tu sais, si la personne décide de prendre un taxi, par exemple, ou simplement de prendre l'autobus pour un trajet où elle aurait auparavant marché, ça va lui coûter plus cher. L'isolement, et ça, un isolement social, un isolement de la communauté, justement, puisque la personne va rester à la maison plutôt que de sortir, un sentiment d'injustice et l'accroissement d'un sentiment de solidarité envers les femmes et les autres personnes plus vulnérables. Euh, on a listé les différentes stratégies aussi qui nous ont été nommées par les personnes afin de se sentir plus en sécurité. Euh, je vais laisser ma collègue Morgane discuter de la première stratégie, la plus nommée. Oui, c'est ça, une des premières stratégies qui est ressortie de notre enquête. Ben, c'est une des plus dramatiques, je pense. Tu sais, c'est le fait de ne tout simplement pas sortir et en particulier à la nuit tombée ou le soir. Donc, c'est une stratégie qui est beaucoup adoptée chez les femmes et les personnes trans. Puis là, on voit que c'est un grand impact au droit à la mobilité parce que ne pas sortir le soir ou ne pas sortir même pendant la journée, ben, ça nous empêche de réaliser nos droits les plus fondamentaux, comme le droit à l'emploi, le droit au logement, le droit à la santé, d'avoir une vie sociale épanouie, de faire participer à la vie citoyenne, etc. Donc, c'est un impact qui est quand même très grave. Si on regarde en plus à la slide suivante, chez les personnes qui ont déjà été victimes de harcèlement de rue, ben, elles sont beaucoup plus nombreuses à déclarer s'être empêchées de se déplacer. Donc, on voit ici les conséquences dramatiques que ça peut avoir de subir du harcèlement de rue. C'est vraiment un retrait finalement des espaces publics, un retrait de la vie citoyenne, un retrait de la vie sociale pour beaucoup de personnes. On peut passer à l'autre stratégie. Ouais, la deuxième stratégie qui nous a été le plus nommée, c'est de sortir accompagné, donc d'un ami, d'un conjoint, d'un membre de la famille, etc. C'est vraiment quelque chose qui vient sécuriser les gens et qui nous amène à nous demander aussi, tu sais, les personnes qui ont moins de réseau social existant, nécessairement, elles sont plus désavantagées là, au niveau de cette stratégie. Euh, on a aussi, en troisième, l'hypervigilance. C'était carrément une stratégie qui nous a été nommée par plusieurs personnes là, d'entrer dans cet état, d'être très, très à l'affût là, de son environnement pour se sentir plus en sécurité et être plus conscient de ce qui se passe autour de soi. Une autre stratégie aussi qui a été recensée, c'est les personnes qui vont, quand elles sortent, privilégier les lieux éclairés, mais aussi privilégier les lieux animés. Donc, ces deux stratégies vont souvent ensemble. Puis, on se rend compte bah, que ça implique des grands changements sur son itinéraire et une charge mentale assez importante de réfléchir quel détour je vais faire pour emprunter, par exemple, une rue qui sera plus animée, etc. Ça implique de rallonger parfois les temps de déplacement. Mais c'est ça, c'est deux stratégies qui reviennent assez fréquemment. D'autres stratégies que nous, on a notées là, dans le cadre de notre étude qui étaient très évocatrices aussi, avoir son cellulaire à portée de main pour pouvoir appeler quelqu'un en cas de pépin notamment, s'habiller de manière à ne pas attirer l'attention, tenir ses clés entre ses doigts, ne pas écouter de musique pour être plus à l'affût,
Rester discret, conserver un visage neutre, vraiment pour ne pas attirer l'attention autour de soi. Bien connaître son itinéraire et les lieux afin de prévoir un échappatoire, souvent, et de savoir où on va, de ne pas se perdre, là, carrément. Transporter, que ce soit une arme, du poivre de Cayenne, une alarme personnelle ou un sifflet. Rester à proximité des personnes passantes, des chauffeurs de bus qui peuvent agir comme témoins ou comme aide en cas de pépin. Informer ses proches de son itinéraire. Sortir avec son chien. Porter ses écouteurs. Ça, c'était surtout pour les personnes qui euh, reçoivent des commentaires à caractère haineux et qui ne souhaitent juste pas les entendre, là. C'était une stratégie qui était mobilisée. Avoir suivi un cours d'autodéfense, prendre sa place dans la rue, hop là, excusez, prendre sa place, que ce soit à pied ou en vélo, par exemple. Générer des pensées positives à travers, par exemple, la prière ou la visualisation d'événements positifs. Éviter de se donner de l'affection à son ou sa partenaire, ça c'était principalement les couples homosexuels. Verrouiller les portes de sa voiture et veiller sur les autres. Aussi, là, l'aspect de se solidariser est important. Et se stationner proche. On sait aussi qu'il y a plusieurs modes de transport qui sont utilisés pour se sentir plus en sécurité. Je vais laisser ma collègue en parler. Oui, c'est ça, il nous reste 5 minutes de présentation. Je ne sais pas, Ouais, Annie, si tu voulais qu'on c'est vrai. conclue par ce que tu préférais présenter pour qu'on se laisse une petite période de questions avec une Oui, préférence d'une slide finale. oui, ben peut-être que la slide finale, puis là on la voit ici, c'est vraiment les modes de transport qui sont privilégiés pour se sentir en sécurité. Puis je nous laisserai peut-être sur cette citation d'une personne participante qui mentionne le fait que elle aimerait beaucoup, tu sais, se déplacer en autobus ou par des modes de transport plus écologiques et économiques justement. Mais le fait qu'elle ne se sent pas en sécurité, ben, elle continue d'utiliser sa voiture. Et ça, je pense que c'est vraiment un peu un aspect super important là, du harcèlement de rue et du lien avec la mobilité durable, que le sentiment d'insécurité, c'est vraiment un obstacle à la mobilité durable, même pour les personnes qui souhaitent s'y mettre, là, donc utiliser ces modes de transport-là. Donc, ça doit vraiment être pris en compte dans l'élaboration de stratégies de mobilité durable. Et c'est pas, c'est ça, on doit l'admettre et on doit vraiment considérer la stratégie de la lutte au harcèlement de rue comme étant une stratégie qui vient faire la promotion aussi là, du transport durable. Et si on veut, oui, ben, je nous invite là, à vous poser nos questions. Si vous en avez, nous, on est super contente là, de répondre aux questions. Puis s'il y en a eu dans le chat aussi durant notre présentation, on serait heureuse d'y répondre. Merci Annie, merci Morgane pour la belle conférence. Comme tu l'as dit, Annie, s'il y en a qui ont des questions, on reste présente pour y répondre, soit dans le chat, vous pouvez soit lever votre main ou allumer votre micro, là, on peut y aller comme ça en fonction de qui aurait des questions. Il y a Patrick qui applaudit. Merci, Patrick. J'aurais une question, je trouve juste pas le piton pour lever ma main. Je m'excuse. Je peux y aller? Oui, allez-y. Oui, Oui, bonjour Dominique Gagné de l'INSPQ. J'ai trouvé ça super intéressant, mais j'aurais des petites questions de précision. Euh, parce que je viens de la région de Québec, puis je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression de ne pas venir de la même région que le portrait que vous m'avez dressé. Quand vous parlez des prévalences de harcèlement de 64% pour les femmes, 58% pour les hommes, est-ce que c'est à vie? Est-ce que oui. c'est que vécu dans la région de Québec? Puis c'est quoi l'échantillonnage de léger? Oui, donc c'est les expériences de harcèlement de rue vécues au courant de sa vie. Euh, la région, c'est la grande région de Québec, donc ça inclut aussi Lévis, puis l'échantillonnage est de 500 personnes répondantes. OK, merci. C'est le sondage qui a mené à la plupart des statistiques qu'on a retrouvées, là, les statistiques notamment chez quand on faisait la différenciation en fonction de l'âge, en fonction du revenu, en fonction du handicap. Les autres statistiques proviennent de notre questionnaire maison parce que c'est seulement que la proportion de N était plus élevée dans notre questionnaire maison. OK, merci. Je peux me permettre un commentaire aussi.
on travaille, nous, sur ce qu'on appelle le sentiment de sécurité, parce on Ouais. navigue souvent à dire est-ce qu'on parle de sécurité, est-ce qu'on parle d'insécurité, est-ce que quand on mentionne insécurité, on sous-entend nécessairement que tout le monde se sent en insécurité. Fait que quand j'ai vu votre première définition, je me disais, ça rejoint pas mal ma définition du sentiment de sécurité, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont vous l'avez expliqué après, de dire, tu sais, qu'est-ce qui est inclus dans votre sentiment de sécurité. Fait que c'est juste un commentaire, mais j'ai trouvé que c'était précis et c'était super intéressant. Ça m'a aidé à comprendre le reste de la présentation. Fait que voilà, je me tais. Merci. Génial. Et merci beaucoup, Yannick. Il y a Carl qui a la main levée. Donc, Carl, on vous écoute. Euh, bonjour, je m'appelle Carl, je suis de Québec. J'ai beaucoup appris plein de choses que je ne savais pas au début. La sécurité, comment se déplacer en transport, comment se protéger. Même moi, j'ai déjà vécu des expériences. C'est pas facile de se promener à Québec en noirceur, puis dans les endroits où les autobus passent pas. Fait que pour moi, c'est des fois j'ai l'insécurité, puis tu sais, j'ai des trucs comment que je me promène avec des amis. Je me promène aux heures que je veux me déplacer, ou je demande à quelqu'un de venir avec moi, surtout le soir. Fait que je me sens plus en sécurité, mais vraiment bravo pour tout ce qui est accessibilité aussi. Puis, le but, ça serait aussi de rajouter des autobus et des bus dans certaines rues, peut-être, là, pour améliorer le transport en commun. Ça serait peut-être aussi de voir ce qu'on peut faire pour les dames, les personnes qui sont en fauteuil roulant. Bien souvent, c'est ces personnes-là qui vont écouter le soir. Les personnes qui sont aussi en non-voyants et aussi les personnes en mobilité réduite. Bien souvent, ces personnes-là, moi, mon but, c'est de les protéger le plus possible. C'était ça mon message aussi. Mais bravo. Merci, Carl. Merci beaucoup. Il y a Sarah qui avait la main levée également. Oui, bonjour. J'ai vraiment apprécié votre présentation, puis je tiens à vous féliciter pour votre méthodologie vraiment rigoureuse, puis sensible aussi, puis je pense que c'est vraiment approprié pour le contexte. J'avais juste deux petites questions. Une, c'était les questions qui ont été faites sur le sondage léger versus votre questionnaire maison. Tu sais, est-ce que c'était la même chose? Puis l'autre question, c'est quoi les prochaines étapes? Oui, les questions, il y en avait qui se recoupaient, là, notamment la question, tu sais, les deux questions principales par rapport à avoir été victime de harcèlement de rue au moins une fois dans sa vie et à vivre un sentiment d'insécurité quand on se promène seul le soir à pied dans son propre quartier. Donc, ces deux questions-là sont identiques. Sinon, on en avait tout plein d'autres questions, mais ça serait vraiment très long de toutes présenter les réponses à ces questions-là. Euh, donc oui, voilà. Puis ben, les prochaines étapes, nous, le projet se termine dans 2 semaines environ, là. Donc on fait encore une série de conférences, il y en a encore à venir. D'ailleurs, jeudi prochain, je vous invite le jeudi à midi, on va avoir une formation qui va porter sur le même sujet, mais vraiment plus, on va plus approfondir au niveau de l'aménagement et on va se demander comment est-ce qu'on peut aménager nos milieux pour augmenter le sentiment de sécurité, pour vraiment générer plus de sécurité et moins d'insécurité. Donc, je vous invite à être présent, ça va être super chouette. Puis, sinon, on souhaite continuer là, à étudier ces phénomènes-là et ces expériences-là. Il y a peut-être d'autres projets qui s'en viennent. Là. On est en attente en ce moment de réponse de financement et on se croise les doigts très fort. Je vous le souhaite vraiment. Merci pour tes Merci. réponses. Puis, est-ce que ça va être enregistré la semaine prochaine? Oui, ça va être aussi enregistré. Oui. OK. Merci. Merci à toi. Merci, Sarah. Carl, il y a encore la main levée. Est-ce que c'est encore l'ancienne main pour l'autre commentaire ou il y avait un autre, vous souhaitiez faire un autre commentaire ou poser une question? Je pense que c'était l'ancienne main qui est encore levée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions ou faire des commentaires? Il nous reste encore quelques minutes.
Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, j'inviterais peut-être tout le monde à aller visiter notre belle carte interactive sur le harcèlement de rue. Je ne sais pas si, Marie-Gab, tu pourrais mettre le lien dans le chat. C'est ça, c'est une carte interactive qu'on a fait pour cartographier les situations de harcèlement de rue, mais aussi les endroits que vous trouvez sécurisants ou insécurisants sur les territoires de Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, n'hésitez pas à aller l'alimenter. Elle est super belle et simple d'utilisation. On vous invite à la partager autour de vous et à la compléter. Et je pense qu'on va clore la rencontre sur ce s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous avez accès au lien pour la carte interactive dont vous parlez, Morgane, dans le chat. Si jamais vous le perdez pour X, Y raison, puis vous voulez le recevoir, vous pouvez nous contacter directement. Ça va nous faire plaisir de vous le transmettre. Merci à tout le monde pour votre présence, votre participation, puis vos beaux commentaires, vos bons mots dans le chat et de vive voix. Et merci Annie, Morgane, pour cette belle conférence. Bonne journée à tout le monde.